et libérale. À 20h30, on se retrouve comme initialement prévu pour différents débats consacrés un an après les attentats du 13 novembre à la possibilité de combattre autrement le terrorisme, même si on n'est pas sûr que l'élection de Donald Trump pousse à cela. D'ici 3/4 d'heure, on réfléchira à l'onde de choc provoquée notamment en France et en Europe, ou que pourrait provoquer cette élection de Donald Trump, et à la possibilité d'une séquence désormais qui lierait le Brexit à une possible élection de Marine Le Pen, à un moment où les politiques menées maintenant depuis des années nous mènent au pire de la politique. Mais tout de suite, comment est-on passé du Yes We Can d'Obama à oui c'est possible, Trump est président? Comment a-t-on pu voir accéder au poste le plus puissant du monde un milliardaire issu de la télé-réalité? Et qu'est-ce que Donald Trump nous raconte de l'Amérique? We will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. We are going to fix our inner cities and rebuild our highways, bridges, tunnels, airports, schools, hospitals. We're going to rebuild our infrastructure, which will become, by the way, second to none. And we will put millions of our people to work as we rebuild it. America will no longer settle for anything less than the best. We must reclaim our country's destiny and dream big and bold and daring. We have to do that. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, all people and all other nations. We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce discours, nous sommes, Mathieu et moi, en compagnie de 3 invités. Sylvie Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes américaniste, chercheur associé à Stanford et Harvard, enseignante à Sciences Po, et vous venez de publier La couleur du marché, racisme et néolibéralisme aux États-Unis. C'est publié aux éditions du Seuil, et on va voir que ça pose beaucoup de ces questions. Christine Zumelo, bonsoir. Vous êtes professeure de civilisation américaine à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et enfin, Paul Shore, bonsoir. Bonsoir. Tant que Paris 3 et Paris 7 ne sont pas fusionnés, vous êtes maître de conférence en histoire américaine donc à Paris 7 et chercheur en délégation à l'INED. Alors, première question pour tous les 3. Une fois le choc ou la surprise passée, est-ce que finalement cette élection de Donald Trump vous étonne? Sylvie Laurent. Vous avez raison de dire, une fois le choc passé, est-ce qu'elle nous étonne? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, a posteriori, faire sens de ce qui vient de se passer? Et en tant qu'historienne qui, justement, vient de travailler, vous l'avez évoqué, sur la longue durée et la façon dont le néolibéralisme et son corollaire, qui est la haine de l'autre et le rejet de celui qui prend ma place, se sont développés sur, en effet, 3 décennies. On ne peut pas dire autre chose que le fait que Donald Trump n'est pas une aberration, ce n'est pas un accident de l'histoire, ses racines sont profondes. Il est le fruit du creusement inouï des inégalités aux États-Unis, d'une politique républicaine qui a mené à une espèce de politique structurelle de la méfiance vis-à-vis des institutions et du ressentiment de ceux qui perdent face à ceux qui prennent. Et cette rhétorique néolibérale visant à considérer que l'État, les politiques publiques, le gouvernement sont les sources de nuisances parce qu'ils sont au service de ceux qui ne se lèvent pas tôt pour aller travailler, qui ne sont pas les méritants, que sont les Noirs, les Hispaniques, les femmes, tous ceux qui, depuis les années 60, ont obtenu leur place dans l'espace public américain, a donné lieu à cette politique du ressentiment qui, depuis plusieurs années, a déjà donné des indices dans la vie politique américaine et qui trouve son point d'accomplissement absolu dans cette revanche de l'homme blanc moyen qui se trouve ne plus être la norme et qui a peur de voir son privilège et sa préséance raciale perdue. Et Donald Trump en est le symptôme. Mais si on retourne, par exemple, j'ai revu à l'occasion de cette émission les grands livres qui annonçaient tout ça. 2005, Samuel Huntington écrit un livre qui s'appelle « Qui sommes-nous ? L'identité américaine en péril, en défi », dans lequel il expliquait déjà que l'immigration latino était un problème pour l'identité américaine, que les valeurs du patriotisme américain étaient perdues et que l'establishment, l'élite globalisée
globalisée et mondialisée, ne comprenaient pas ce qu'était l'identité américaine profonde parce que le libre-échange, la globalisation et le fait qu'elle ne voyait pas que le travailleur américain, même si c'est un mythe très largement, était menacé. Il y a eu comme ça, au fur de ces 30 dernières années, des éléments qui aujourd'hui, rétrospectivement, nous permettent de comprendre d'où nous venons et que Donald Trump est loin d'être une péripétie historique, qu'il est enraciné dans l'histoire longue. Tinju Melo, sur la même question. Je pense que c'est intéressant de voir le sens du mot surprise, parce qu'en effet, c'est une surprise oui et non, hein, j'ai envie de dire. Si on prend juste un chiffre, il y a des états pivots dans cette élection, on en a beaucoup parlé. Et donc les états pivots qu'on avait prévus, ils se sont révélés être les états pivots en effet. Et si on prend 3 états pivots qui sont la Floride, le Wisconsin et l'Ohio, les résultats sont très serrés. C'est entre 47, 48, 49% pour l'un et l'autre. Et la totalité de ces 3 États, c'est 60 grands électeurs. Donc si ces 60 grands électeurs étaient passés côté Clinton, elle aurait aujourd'hui pu gagner. Donc je crois que ça modère un tout petit peu l'effet vraiment surprise, choc qu'on peut avoir. Et la deuxième chose que je voudrais dire, juste pour démarrer, c'est peut-être la lecture qu'on peut faire aujourd'hui du scénario de la fin de campagne. À la fin du premier débat, Clinton dit oui, je donnerai mon accord, enfin je suivrai le résultat de l'élection. À la fin du 3e débat, il dit je ne sais pas, on verra. J'attends de voir les résultats. Et donc, en fait, aujourd'hui, je me demande si on ne peut pas se dire qu'il avait en effet peut-être scénarisé la fin de campagne en se disant qu'il gagnait des deux côtés. Si Clinton avait gagné avec le Congrès qu'on a aujourd'hui, à majorité vraiment écrasée de façon écrasante et républicaine, Chambre et Sénat, la possibilité de Clinton pour faire passer quelques lois que ce soit, ça aurait été extrêmement difficile. Donc je crois qu'il avait en fait mis une espèce d'ambiance extrêmement dure à la fin de campagne et donc ça allait être en effet extrêmement difficile pour elle. On est dans le premier scénario et pas le deuxième. Oui, je pense qu'en fait, on a quand même tous été surpris, aussi bien les journalistes que les chercheurs, les spécialistes, mais aussi les politiques. Et moi, ce qui me frappe rétrospectivement, c'est finalement que Trump donne l'impression d'avoir finalement mieux compris le terrain, avoir mieux fait sa campagne que tous ces professionnels qui travaillaient pour Hillary Clinton. Et il a été à de nombreuses reprises précisément dans les comtés et les États où s'est jouée l'élection. Et donc, c'est quelque chose, je pense, qui interroge aussi le personnel politique américain, de voir ce type qui est un amateur, qui ne s'est jamais avant présenté à une élection, et qui, par une sorte d'intuition ou de compréhension ou de contact qu'il a avec peut-être des gens qui étaient moins dans le circuit des militants politiques traditionnels, a su, en fait, où est-ce qu'il fallait appuyer pour, effectivement, gagner cette élection avec somme toute des marges assez faibles dans beaucoup d'endroits, mais le résultat, c'est que ça a aussi bénéficié aux autres élections qui avaient lieu hier. Donc il y a eu un effet d'entraînement. On pensait que Trump allait tirer vers le bas les autres candidats républicains. C'est apparemment plutôt l'inverse qui s'est passé. Et dans les autres élections, dans les élections au Sénat. Oui, au Sénat et à la Chambre des représentants. Et du coup, ça amène aussi à relativiser cette idée que Trump serait porté par un fort mouvement anti-système, dans la mesure où les mêmes électeurs qui ont voté pour lui ont aussi voté pour des sénateurs qui sont l'establishment du parti, et ils ont voté le même jour pour les deux. Donc là, ça amène peut-être à relativiser un petit peu ça. Et moi, je me dis aussi qu'on a peut-être été un peu trop, les uns et les autres, influencés par une lecture fondée beaucoup sur les données, notamment les données démographiques, avec cette idée qu'on pouvait faire une projection un peu mécanique en disant, voilà, si les hispaniques vont voter, ça veut dire que c'est pour Clinton. Si les blancs non diplômés vont voter, ça veut dire que c'est pour Trump. Alors qu'en fait, ce qui semble apparaître maintenant, bon, il faut rester prudent parce qu'on ne le sait pas encore, c'est que l'électorat de Trump est beaucoup plus hétérogène que ça, qu'il a mieux réussi au sein de l'électorat hispanique que Romney, par exemple, malgré toutes les attaques, voilà, que les autres candidats républicains, malgré toutes les attaques extrêmement violentes qu'il a fait contre les Mexicains, par exemple. Et donc, moi, je serais tenté d'émettre l'hypothèse qu'en fait, non seulement il faut prendre au sérieux Trump comme candidat, puisqu'il a été élu, mais il faut aussi prendre au sérieux ses électeurs, parce qu'il est possible qu'il n'ait pas voté qu'en termes d'identité ou de tripes, mais aussi pour un projet politique. Et ça, en fait,
ça apparaît aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant toute la campagne, on n'a pas su ou pas voulu voir ça. Mais il est possible qu'en fait, ils aient voté pour un projet politique qui est de dire les politiques publiques qui sont conduites depuis 30 ans, comme le disait Sylvie Laurent, n'ont pas bénéficié à tout le monde. Alors le paradoxe, évidemment, c'est que les laissés-pour-compte s'identifient à quelqu'un dont on peut penser qu'en fait, son élection ne va pas les servir. Mais ça, bon, c'est une autre histoire. Mais néanmoins, moi, je pense qu'on peut déjà avancer peut-être cette interprétation-là aussi, que les électeurs savaient ce qu'ils faisaient en votant Trump. De la même façon que pour le Brexit, les électeurs britanniques n'ont pas forcément tous été aveuglés. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension de contestation sociale. En même temps, c'est paradoxal avec ce que dit Sylvie Laurent d'une certaine façon, parce qu'elle dit que c'est finalement la dernière ruse ou la nouvelle ruse du néolibéralisme d'une certaine façon. C'est intéressant ce que vous dites sur ce que vous avez dit les uns et les autres sur les États clé, parce qu'il y a quelques jours, avant l'élection, la directrice de campagne de Donald Trump, Kellyanne Conway, qu'il est allé chercher il y a quelques temps en urgence, dans le marasme général de sa campagne ces dernières semaines, disait justement on veut cibler certains États qui ont été décisifs, comme vous l'avez dit, Christine Zumelo, comme le Wisconsin, la Pennsylvanie, en disant deux choses, en disant ce sont des États industriels, anciennement démocrates, où les démocrates ne veulent pas aller, et en disant aussi, c'est des États où Bernie Sanders a plié Hillary Clinton. Donc en fait, du coup, moi, la question c'est, est-ce que c'est une révolte ? De quoi cette révolte sociale, en fait, est le nom ? Cette révolte est-elle le nom ? Est-ce que c'est une révolte contre l'establishment, en l'occurrence incarné par Hillary Clinton, contre des politiques commerciales, par exemple, qui auraient détruit l'industrie américaine ? Est-ce que c'est ce qu'on dit aussi beaucoup, quand même ? Est-ce que vous avez aussi commencé un petit peu à dire la révolte des white trash menacés, qui se sentent menacés, cette catégorie de blancs de classe populaire qui se sentent et qui existent depuis longtemps dans l'histoire américaine et qui se sentent en difficulté. Du coup, on a du mal un peu à caractériser, et il y a des choses qui semblent un petit peu contradictoires dans le résultat de hier. Mais parce qu'en fait, vous parliez tout à l'heure de la surprise. Quelle est la surprise ? En fait, on peut décliner le thème de la surprise pour nous qui avons suivi tout ça en différents niveaux. Il y a la première surprise qui est que Trump soit élu. Deuxième niveau de surprise, qu'il soit aussi bien élu. Et troisième niveau de surprise, qu'il emporte avec lui la Chambre et le Sénat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une révolte, en effet, d'un mouvement émotif, d'une réaction, d'un coup de pied dans la fourmilière. C'est ce que veulent les Américains. Ils ont très clairement dit que le discours de Donald Trump, son programme économique, pour ce qu'ils en saisissent, était ce qu'ils voulaient. Et par conséquent, l'idée de chercher une explication derrière le petit ouvrier déclassé de la banlieue de Milwaukee ou de Chicago qui, parce qu'il aurait perdu son emploi, aurait mené Donald Trump à la victoire, est une lecture complètement faussée. Et c'est ça peut-être le dernier niveau de surprise pour nous qui commençons à regarder les résultats. C'est que si vous prenez la population américaine et que vous la divisez entre ceux qui gagnent moins du salaire moyen et plus du salaire moyen, vous vous rendez compte que la majorité de ceux qui gagnent au-dessus du salaire moyen ont voté pour Trump et que ceux qui gagnent en dessous du salaire moyen ont voté pour Hillary Clinton. L'idée selon laquelle ce sont les pauvres, parce qu'ils sont déclassés, qui auraient voté pour Hillary Clinton, vous parliez des white trash, c'est pas, pour Donald Trump, est une lecture complètement faussée. En réalité, on regarde, on a les premiers chiffres qui sont apparus. Le point commun, le plus petit dénominateur commun entre tous les électeurs de Trump, c'est qu'ils sont blancs. Et vous avez la majorité des gens qui ont un diplôme universitaire qui ont voté pour Trump. Plus de femmes éduquées ont voté pour Trump que pour Hillary Clinton. Plus de femmes sans diplôme, alors qu'on pensait que les femmes avaient été rejetées dans le camp d'Hillary Clinton. Et donc, en fait, toutes nos lectures très marxisantes sur l'idée selon laquelle, finalement, c'est le petit pauvre déclassé qui vote pour Trump, ne tiennent pas. Ce qui tient, c'est l'idée qu'il existe une sorte de moyennité blanche, que le blanc était celui qui était la norme. Il incarnait l'américain standard, et qu'aujourd'hui, tous ces gens qui, lorsqu'ils appellent un service public américain, s'entendent dire au téléphone, pour anglais, taper 1, pour espagnol, taper 2. Pour eux, il y a quelque chose d'insupportable. Et moi, j'avance l'idée selon laquelle, y compris l'élection de Barack Obama et l'accession au pouvoir de gens qui, traditionnellement, incarnaient la déchéance sociale, que eux soient parvenus, alors qu'ils ont le sentiment, à raison, puisque le salaire moyen depuis 30 ans est parfaitement plat et qu'on sert aux Américains le discours selon lequel c'est la reprise économique depuis 2009, dont ils ne voient aucun fruit.
puisque l'essentiel des richesses vont à une petite minorité, que c'est quelque chose qui, plutôt que de les inciter à blâmer l'élite, l'establishment, ceux qui sont à l'origine de ces politiques de bas salaire et de walmartisation généralisée, ils s'en prennent à l'autre, la femme, l'immigré, le musulman, le Mexicain, qui seraient responsables de ça. Et on parlait des États, des swing states. Parmi les États clés qui sont quasiment tous passés à Donald Trump, on a 10 des 50 États les plus inégalitaires des États-Unis. En moyenne, aux États-Unis, la famille qui appartient au top 1% gagne 25 fois plus que la famille normale du 99% restant. En Floride ou dans le Nevada, c'est un rapport de 1 à 40. Donc on est dans un monde à deux vitesses, avec un écart tellement grand qu'il n'est pas possible de ne pas voir à quel point cette question de l'inégalité économique a été complètement mêlée et fondue à la question identitaire. C'est moi contre eux, ceux qui réussissent ou ceux qui ne méritent pas de réussir presque aussi bien que moi. Et c'est ce qu'a dit Hillary Clinton d'ailleurs ce soir. Enfin, elle a dit, nous sommes un pays encore plus divisé que ce qu'on pensait, comme s'il y avait une sorte de révélation là, finalement, dans ces résultats de cette extrême division blanc. Oui, ça reste aussi une division politique, parce que finalement, je pense que dans l'électorat de Trump, comme dans l'électorat de Hillary Clinton, la majorité des gens sont des gens qui, aux élections précédentes, avaient voté pour le même parti qu'ils ont voté hier. Donc il faut aussi voir, il n'y a pas une apparition d'une nouvelle génération d'électeurs Trump. Je pense quand même que la majorité des électeurs Trump sont des républicains, et donc qui auraient voté de toute façon pour le parti républicain. Et donc c'est là aussi peut-être qu'il faut un petit peu relativiser. Je pense que les élections aux États-Unis sont souvent quand même relativement serrées, et que moi je pense malgré tout, malgré toutes les spécificités de Trump, que un autre candidat républicain n'aurait peut-être pas gagné, mais il n'aurait pas fait forcément un score très éloigné de celui de Trump. Et par contre, je pense que Hillary Clinton a quand même fait plutôt une mauvaise campagne, et je dirais d'une certaine manière, c'est plutôt elle qui a perdu que lui qui a gagné. Mais alors, il y a l'aspect campagne qui est important. Et on vous entend quand vous relativisez l'idée que ce serait que les pauvres qui auraient voté pour Trump. C'est même des fois l'inverse. En même temps, on a l'impression que par rapport à ce qu'on avait déjà dit, le fameux texte de Thomas Frank sur pourquoi les pauvres votent à droite, comme si c'était anormal, qu'ils votent contre leurs intérêts, que quand on entend par exemple ce que disait Trump là, dans son discours qu'on a vu en début d'émission, il ne tient pas le même discours que tenait George Bush quand le Kansas votait pour Bush. C'est-à-dire qu'il propose un tout autre programme économique. Donc, est-ce qu'on peut expliquer quand même cette victoire? Alors après, enlevons le mot surprise parce qu'il y en a tellement et tout ça, mais est-ce qu'on peut expliquer cette victoire autrement que par un peu ce qu'a donné aussi le Brexit, c'est-à-dire voilà, une vraie rupture avec une politique économique qui a fait quand même des dégâts considérables, notamment dans les États dont on parlait? Je crois qu'il a bénéficié d'un capital confiance énorme depuis le début de la campagne, depuis le début des primaires. Il est vraiment... En fait, c'est les électeurs qui votent pour lui ne prennent pas ce qu'il dit au pied de la lettre. Donc, les frasques, les insultes, les noms d'oiseaux qui ont volé pendant la campagne, ça glisse un peu. Mais en fait, il est pris au sérieux. Et je crois que ça, c'est fondamental dans l'explication de sa victoire aujourd'hui. Et ça a, au contraire, beaucoup grevé la victoire impossible de Clinton. On sort quand même à peine d'une crise économique, Sylvie en reparlait, une crise économique très très forte. C'est la plus grande depuis la Grande Dépression. Donc c'est vraiment des effets gigantesques. Et sur ce point-là particulièrement, qui est un cœur fondamental des inégalités, de la continuation des inégalités, Clinton on ne lui fait pas confiance, elle n'est pas prise au sérieux, elle est là depuis très longtemps, la situation n'a pas changé. Donc ça, de ce point de vue-là, il avait un avantage, un edge extrêmement important. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que la campagne Trump a justement, d'une certaine manière, est repassée derrière les endroits où Bernie Sanders a gagné est très, très intéressant. Parce qu'effectivement, ils se sont réappropriés la question sociale qui avait été posée par Bernie Sanders pour en faire toute autre chose, mais ils se sont appuyés là-dessus. Et c'était tout le paradoxe de cette candidate que les républicains ont réussi à présenter comme étant la candidate du statu quo, de l'immobilisme, de l'establishment, mais un peu de la même manière que George W. Bush avait fait avec John Kerry en fait en 2004, en le présentant comme le candidat de l'élite, qui parlait plusieurs langues étrangères, qui parlait le français, et ils l'ont présenté comme loin du peuple,
qui pratiquaient des sports comme le ski ou des choses comme ça. Et ils ont réussi à faire passer George W. Bush, qui vient d'une famille, donc 4e ou 5e génération, qui a étudié à Yale, vraiment né avec une cuillère d'argent dans la bouche, et à le faire passer pour quelqu'un proche du peuple. Et Trump, c'est pareil. Et c'est ça aussi, c'est un peu ce que disait Christine, les gens sont prêts à croire des choses dont, en fait, on peut montrer assez facilement qu'elles ne sont pas vraies, mais ça ne repose pas uniquement sur l'idée de dire, non, regardez le portefeuille de Trump, vous ne pouvez pas dire que c'est un homme du peuple, parce qu'ils ont envie de le penser. Et puis il y a quelque chose aussi d'intéressant avec Donald Trump, c'est que il est le bâtisseur. C'est-à-dire qu'on oublie le fait qu'il est milliardaire derrière le fait qu'il est un industriel. Et dans la mythologie nationale, l'industriel, celui qui fabrique de ses mains, même des casinos ou des golfs, il s'oppose au hedge fund manager de Wall Street. Et donc le fait même qu'il ait fait faillite régulièrement, il a déposé des banqueroutes, il a fait banqueroute plus de 6 fois, etc., ça l'oppose à celui qui ne fabrique rien, à cette espèce de personnage mythique de Wall Street qui se contente de jouer avec des chiffres au téléphone. Et lui, il apparaît finalement comme celui auquel on peut s'identifier quand on se vit comme un petit industriel, celui qui est l'artisan qui travaille, qui a des employés. Et donc, il a réussi à s'inventer comme ça, comme celui qui incarne l'industrie en dur. Donc, il y a toute une mythologie comme ça qui fait que finalement, son argent, le fait, vous disiez que ses politiques sont très différentes de celles de George Bush, pas sur l'essentiel des grands principes néolibéraux qui commencent par le fait d'arrêter de faire payer des impôts aux plus riches, qui est quand même le point sur lequel tout le monde au Parti républicain est d'accord, mais il a saisi, vous avez raison. Échange, par exemple, il annonce en tout cas. Alors il annonce à la marge, de façon très intelligente et très bien perçue, le fait que mettre en cause dans les rapports d'échanges internationaux les Chinois ou les Mexicains comme une autre forme d'ennemi qui nous voudrait du mal, que ça peut être quelque chose qui doit être remis en cause pour que l'Amérique en sorte gagnante. Mais la réalité, c'est que les principes fondamentaux d'une économie à bas salaire, d'une économie Walmart, où il n'y a pas de salaire minimum, où les gens sont obligés d'aller acheter des produits de piètre qualité qui viennent de Chine, ça, il ne le remet pas en cause, si vous voulez. Et le principe d'une économie à bas salaire avec peu de protection sociale, peu de protection pour les travailleurs, etc., ça, c'est quelque chose auquel il tient, mais qu'on oublie parce qu'il dit, attention, on va reprendre l'OMC en main, on va reprendre le Mexique en main, et on va redevenir les grands gagnants de cette mondialisation-là. Donc, à la fois, en effet, il a repris la rhétorique de Bernie Sanders, et en même temps, je tiens vraiment à dire qu'ils n'ont strictement rien à voir, puisque dans un cas, Bernie Sanders dit que les dés sont pipés parce que les puissants et les dominants et les possédants emportent le pouvoir, et lui dit les dés sont pipés parce que certains font, les Mexicains, les musulmans, les Chinois, les Mexicains, que vous, au bout du bout, vous y perdez. Donc c'est pas exactement la même articulation rhétorique et on n'est pas dans la même logique sociale. Et juste petite question rétroviseur avant de passer à quoi va ressembler l'Amérique de Trump dans le quart d'heure qui suit. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder la question complètement, mais bon, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais est-ce que Sanders, puisqu'on parle de lui, vous pensez, puisque ça a notamment été dit aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon, et c'est très intéressant dans la façon de la réception de cette élection américaine ici en France ou en Europe, est-ce que, faisons un peu de politique fiction rétroviseur, est-ce que vous pensez qu'il aurait été meilleur que Hillary Clinton face à Donald Trump, qu'il aurait pu la défaire? Probablement qu'on n'a pas la réponse définitive, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne crois pas, en fait. Je pense qu'il aurait eu d'autres électeurs, en plus, ceux qu'Hillary Clinton a perdus. Mais je pense que le système bipartisan aux États-Unis étant ce qu'il est, et le Parti démocrate étant ce qu'il est, un candidat aussi éloigné de l'orthodoxie du Parti démocrate qu'était Sanders aurait perdu beaucoup de démocrates modérés, beaucoup de centristes. Et en fait, je pense Sanders, il est affilié au Parti démocrate, mais là, il y avait quand même vraiment deux lignes difficilement réconciliables, et même s'il a participé à la campagne de Clinton après, et que les gens qui avaient juré qu'ils ne voteraient jamais Clinton, en fait, semble-t-il, les démocrates qui soutenaient Sanders ont voté Clinton quand même, ça a laissé une fracture importante, et puis ça a nourri des arguments en fait, dont Trump s'est emparé. Mais moi, c'est difficile à savoir, mais moi, mon intuition, c'est quand même de penser que quelqu'un comme Sanders aurait eu du mal à gagner une élection nationale. Par contre, je pense que quelqu'un comme Elizabeth Warren pourrait, peut-être davantage que lui,
réussir justement cette transition vers la gauche du Parti démocrate. Vous n'êtes pas complètement d'accord, Sylvie Laurent? J'aimerais beaucoup, mais femme et vraiment progressiste, ça me semble beaucoup à avaler, mais pourquoi pas? Rapidement là-dessus. Je crois que c'est intéressant quand même de voir un Trump qui est une espèce de double personnage, parce que c'est un milliardaire particulièrement bien implanté à New York et qui en fait n'est pas considéré comme étant à coquiner avec Wall Street. Donc il a un petit peu les deux tableaux là, ce dont Clinton a beaucoup souffert. Et en ça, il se rapproche de Sanders, puisque c'était aussi l'une des bêtes noires de Sanders, c'était Wall Street. Donc je crois que là, Trump, on va voir ce qui va se passer. C'est intéressant de voir aussi que les marchés financiers ont plongé, mais se sont vite repris aussi. Ouais. Donc voilà, on a l'impression que c'est une petite frayeur qui déjà... Vous pensez que Sanders aurait pu gagner ? Je pense que Sanders a montré que le Parti démocrate et le Parti républicain ont été un petit peu explosés, atomisés dans cette élection pour des raisons différentes. Puisque là, on a un Parti démocrate qui se trouve transpercé par un insider, par une femme du sérail, qui est Hillary Clinton, et le Parti républicain, pendant la campagne, qui a été transpercé par un ovni qui ne l'est plus, Trump. Donc en fait, ça me paraît impossible que Sanders ait pu remporter la campagne. Parce qu'il faut quand même pouvoir, à cause du système électoral qui est quand même sans aucune proportionnelle. Si on voit aujourd'hui, c'est peut-être un dernier chiffre pour ce soir sur ça, si on regarde ce qu'on appelle le vote populaire, le nombre de millions d'Américains qui ont voté pour l'un et pour l'autre, il est très proche. On est à peu près 59 millions. Hillary Clinton est même devant. Hillary Clinton est devant, voilà, 150 000 voix. Donc, est-ce que Sanders aurait pu réunir une telle masse de voix? Pas certain. À quoi va ressembler l'Amérique de Trump? Il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'il est... Une question sur toute la campagne d'Hillary Clinton a été faite sur le fait qu'il n'est pas capable de gouverner. Avec qui il va gouverner? Il a donc, vous l'avez dit, Christine Zumelo, un congrès théoriquement qui est là. En même temps, une grande partie du Parti républicain lui a tourné le dos et ne voulait pas... Ceci dit, c'était intéressant de voir dans le discours que vous avez montré tout à l'heure au début de cette émission, le seul homme politique républicain qui était avec lui là, dans son entourage, c'est Chris Christie, qui est le gouverneur républicain du New Jersey, qui était lui-même candidat l'année dernière à la primaire, donc qui s'est arrêté très vite. Et donc là, on le voit ce matin aux côtés de Trump. Donc, est-ce que c'est peut-être le signe que peu à peu, un par un, les classiques du Parti républicain vont peu à peu le rejoindre? Il voulait être son vice-président, il a beaucoup collé ces derniers mois. Il ne l'est pas, mais visiblement, il va avoir autre chose. Et les ralliements ont commencé. Enfin, Ryan, qui était quand même un de ses plus farouches adversaires chez les Républicains, s'est félicité immédiatement de la victoire. Mais pour répondre à votre question, à quoi va ressembler l'Amérique de Trump? Est-ce qu'elle est plus autoritaire? Est-ce qu'elle est effectivement raciste? Est-ce que moi, je serais tenté d'illégaux vont être déportés? Je serais tenté de faire une réponse un peu, disons, on va dire, pas très sexy, c'est de dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas changer parce qu'en fait, au niveau des États, et beaucoup de choses dans la vie quotidienne des Américains sont décidées au niveau des États, le pays était déjà dominé par les républicains. Les Républicains avaient déjà la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, et ça ne change pas. Et il y a des choses très importantes qui vont changer, notamment la Cour suprême, et évidemment le fait qu'il soit président. Mais je pense que pour un certain nombre de choses, en fait, on va plutôt continuer dans l'espèce de crise où on était, qui est une sorte d'épuisement du modèle politique mis en place dans les années 60, avec un État... anciennement Providence, qui avait commencé à être démantelé. Et ce démantèlement et cette décomposition vont continuer. Mais c'est pas... on verra. En plus, je pense que Trump va devoir mettre de l'eau dans son vin. Par exemple, sur la question du libre-échange, des traités, il va devoir négocier d'abord avec les républicains du Congrès, avant même de négocier avec les pays étrangers. Et là, il va trouver en face de lui des gens qui sont pas du tout protectionnistes, très farouchement pro-libre-échange, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des représentants. Et dans le système américain, le législatif ne se soumet pas à l'exécutif comme ce qu'on peut voir en France. Il y a vraiment... ils ont leur propre légitimité. Ils ne sont pas dépendants de lui pour leur élection, ou pas excessivement. Et donc là, je pense qu'il ne faut pas s'imaginer non plus que... le Parti républicain va se mettre idéologiquement complètement à la remorque de Trump. Je pense qu'il va y avoir ces deux tendances
qui vont exister en même temps, et bon, ça va créer des problèmes, et puis ils vont s'ajuster. Sylvie Laurent, est-ce que ça ne peut pas aussi relancer tout simplement les tensions raciales qui sont déjà très importantes aujourd'hui aux États-Unis? Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut que s'inquiéter, à commencer pour les 11 millions de familles hispaniques aux États-Unis qui se réveillent ce matin avec l'idée non seulement qu'elles sont menacées de déportation, mais qu'elles se réveillent dans un pays dans lequel la majorité des concitoyens avec lesquels ils vivent ont choisi cette politique. On peut s'inquiéter aussi sur la politique climatique, sur la politique fiscale, sur le rapport avec les voisins. Il a parlé d'un bannissement des musulmans, hein, par exemple. C'était dans oui, sa campagne, même s'il a rétro-pédalé, on ne sait pas. Si vous voulez que pratiquement il ait le pouvoir encore une fois de plus, il faut bien rappeler qu'il est dans la situation de Barack Obama en 2009. Il a tous les pouvoirs, hein, et avec la possibilité de nommer un juge à la Cour suprême, avec des conséquences législatives absolument considérables. Mais simplement au niveau de ce que ça veut dire de la cohésion nationale. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être américain? Quelle est cette source de l'unité nationale quand on a quelqu'un qui a été élu sur une ligne? On ne peut pas dire on ne savait pas qui était Trump, on ne savait pas ce qu'il proposait. On a aujourd'hui quelqu'un qui considère que la grande progression égalitaire issue des années 60, qui va avec la réforme de l'immigration en 65, le droit des femmes, le droit des minorités, que tout ça est un poison qu'il s'agit de déconstruire. En effet, les républicains ont commencé le détricotage depuis très longtemps. Mais l'idée selon laquelle ça restait une aspiration à laquelle on a voulu croire par un double mandat Obama, est quelque chose qui aujourd'hui, on ne prend même plus la peine de prétendre que c'est une aspiration, que c'est un horizon. L'idée selon laquelle on pourrait vouloir davantage d'égalité, d'inclusion et d'une forme de fraternité, de solidarité, utilisons des mots un peu galvaudés, c'est quelque chose qui aujourd'hui, on peut dire très clairement que c'est les Mexicains ou nous, les Noirs ou nous, les femmes ou nous. Et donc, quelle sera cette société dans laquelle il va quand même falloir trouver une forme d'unité nationale et d'harmonie? Derrière quel discours, derrière quel mot d'ordre? Si ça se fait au nom de la déportation de 11 millions d'immigrés, c'est quand même une société qui se fait par le négatif. Et donc, quand on voit la situation de la brutalité policière, des inégalités vis-à-vis des femmes, des musulmans, des minorités, des prisonniers, on peut quand même s'interroger sur quel est cet nouvel horizon, cette nouvelle frontière que les Américains vont se dessiner. Christine Zumelo, pour conclure. Je pense que parmi toutes les surprises, il y en a une qui est quand même le ton de son discours ce matin. Et il est vraiment passé à autre chose. On a vraiment un discours très conciliant, très doux. Donc absolument présidentiel, comme dit Paul. C'est pas du tout ce qu'on a connu pendant la campagne. Donc si on se base sur ce premier discours de l'après, on peut peut-être s'attendre à ce qu'il revienne aussi sur des choses qu'il a promises et on peut l'espérer. Mais voilà, je crois que c'est quelque chose là qui demande à être suivi de près. Est-ce que ce nouveau Trump, dont on dit aussi qu'il a été un deal maker, hein, c'est un businessman qui fait en sorte que les choses s'arrangent. Est-ce que l'avenir, les jours qui viennent là vont nous le prouver ou pas? Merci infiniment à tous les trois d'être venus comme ça au débeauté dans la rédaction de Mediapart. Nous, on se retrouve dans quelques minutes pour discuter des répliques possibles du séisme Trump en France et en Europe. Juste le temps pour nous de prendre le pouls de New York en compagnie de notre correspondante Iris Dereux. Iris, es-tu là? Iris. Est-ce qu'on entend Iris? Allô, Iris? Allô. Ouais, moi je vous entends. Très bien. Comment ça va? C'est le matin à New York. 13h, oui, c'est vrai. On perd l'heure, là, on ne sait plus trop. Quel est juste la même question qu'on a posée finalement aux gens qui étaient en plateau, mais qui n'étaient pas aux États-Unis hier. Est-ce que c'est la méga gueule de bois, là, aujourd'hui, parmi les voisins, parmi aux États-Unis, là où tu te trouves actuellement? Alors moi, je me trouve dans un quartier latino, un quartier dominicain qui s'appelle Washington Heights, au-dessus de Harlem. À New York. Et si je peux... Vous m'entendez? Très bien. Oui. Allô? On t'entend. D'accord, super. Si je peux comparer avec l'élection de 2012, au moment de l'annonce de la réélection d'Obama, il y avait eu une vague de cris dans cet immeuble, dans le quartier. On avait même entendu l'hymne américain sortir comme ça par les fenêtres ouvertes. Là, clairement, c'était exactement le contraire. C'était un grand silence
qui dominait. Après, aujourd'hui, là, dans la matinée, dans le quartier, si vous voulez, j'ai pas vu ni de manifestation, ni aucun signe particulier de quelque chose, d'un séisme politique. Je pense qu'il faudra un petit peu plus de temps pour voir, pour sentir comment la population de ce quartier spécifique et puis de New York réagit au-delà de les mois, au-delà du choc, quoi. Les rares personnes avec qui j'ai pu discuter étaient choquées. Voilà. On lit partout, il y a eu aujourd'hui une vague de mea culpa dans la presse américaine, notamment le New York Times, le Washington Post, qui ont fait un véritable mea culpa en disant bah ouais, on n'a pas vu venir grand-chose, et on s'en excuse, notamment le médiateur du New York Times qui a dit: nous avons échoué à capturer la colère bouillonnante d'une grande partie de l'électorat américain qui se sent laissé de côté par une croissance, d'après la crise, qui n'a été en fait que sélective, qui se sent trahis par les traités commerciaux, qu'ils voient comme des menaces à leurs emplois, qu'ils se sentent aussi pas respectés par l'establishment de Washington, par Wall Street et par les médias. Est-ce que ces mea culpa-là, ils te paraissent justifiés ? Et dans quelle mesure? Et est-ce que tu as pu toi-même, là-bas, constater finalement une forme d'aveuglement d'une partie de la presse américaine ces derniers mois? Oui, manifestement, ils se sont trompés. Ils se sont trompés déjà, en fait, ils se sont surtout trompés sur les modèles, sur la façon dont ils ont utilisé leurs modèles statistiques. Ce qu'on a pu voir dans les grands médias de la côte Est que tu viens de citer, Mathieu, c'était cette espèce d'obsession pour l'analyse statistique, en découpant le vote en groupes ratios surtout, et puis en faisant des additions, et puis en disant, voilà, en partant de tel... du principe que tel et tel groupe d'électeurs vont voter et que ce groupe d'électeurs compose tant de pourcentage de la population américaine, eh bien Hillary Clinton va l'emporter. Manifestement, c'est pas si simple. Et d'autre part, je pense que cette manière d'être encore une fois avec les œillères de la statistique, ça empêche de prêter une oreille plus attentive à ce qui se passe sur le terrain. Tout simplement, c'est-à-dire de faire un journalisme de terrain. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même pas exagérer. Des articles sur l'électorat de Donald un paquet dans la presse américaine, dans des médias de sensibilité progressiste, dans des médias de la côte Est, dans des médias des médias quotidiens régionaux. Voilà, je pense qu'il faut faire preuve de prudence dans la manière dont on est en train de juger la responsabilité des uns et des autres, et notamment des médias. Je pense que ce que cette élection a aussi prouvé, c'est que des groupes électoraux sont extrêmement séparés, divisés, chacun évoluant avec sa propre bulle médiatique, ses propres références, et n'ayant pas vraiment envie d'aller lire ce qui pourrait se dire, s'écrire et s'analyser dans le New York Times, dans le New Yorker ou d'autres médias que tu as mentionnés. Okay. Et par ailleurs, j'ajouterais juste quand même quelque chose pour à la charge de ces fameux médias. Moi, ça fait quoi, 6 ans que je suis ici, que j'ai fait de l'analyse pour Mediapart, mais aussi pas mal de reportages. Et que c'est vrai que sur le terrain, quand je suis allée à la rencontre des lecteurs Tea Party dès 2010 et puis 2011, et puis ensuite à la rencontre de l'électorat qui s'avère être celui de Donald Trump, quand même, on constate que ces gens-là n'ont pas vu, n'ont pas rencontré, n'ont pas été interrogés par le New York Times ou par le Washington Post, ou très peu. Donc voilà, pour aller dans le sens du mea culpa que tu évoquais, ouais, il y a eu quand même cette sensation, ce sentiment qu'il y a eu des zones désertées par certains médias,
prévoyant, eux, une victoire d'Hillary Clinton et désertant certains terrains où ils auraient peut-être pu voir quelque chose, une colère monter et un taux de participation beaucoup plus important se profiler. Merci beaucoup Iris, on te laisse retourner donc sur le terrain, continuer le travail nécessaire pour documenter ce que va être l'Amérique de Trump.